Monsieur Bouygues, vous êtes ici. On attend monsieur. Est-ce qu'on garde les badges ou pas? C'est pas grave, c'est de la télé détendue, hein, c'est de la téléprojection. Vous avez vu d'ailleurs le plus gros succès du mondial sur le stand? C'est les mecs de Villebrequin. Ah bon? Là où vous avez vraiment des gens qui font 3 fois le tour du stand pour faire la queue, comme ce qu'on voyait il y a 10 ans, c'est les gars, c'est les mômes qui vont voir chez Villebrequin et qui veulent voir leur star. C'est incroyable. C'est à côté du stand Renault et ça fait 3 fois le tour des gens qui font 3 fois le tour du stand. Je vais juste appeler le dernier parce qu'ils ont pas comment on l'entend le dernier. Pour la prouve. Non, mais il n'y a aucun souci. Absolument pas. C'est aussi pour ça que j'ai toujours fait ça. C'est l'organisateur, France.com, chers amis, la seule chose que je vous demande, même s'il y a moins de bruit là, parlez systématiquement le micro collé au menton. Sinon, on a 2 ou 3 légers soucis d'acoustique. Comme il y a plus d'animation qu'au mondial. Allô. Ça marche ceci. Comme ceci, exactement. On va pouvoir commencer. Bonjour à tous et bienvenue au Salon Équipe Auto, c'est le dernier jour. D'ailleurs, on tenait à vous remercier pour le succès qui ne s'est pas démenti d'ailleurs de cette folle semaine de tout le monde, toute la grande famille de l'automobile. On a décidé de vous parler reconditionnement du véhicule d'occasion, smart repair, réparation, les unités de reconditionnement, comment on va équiper nos ateliers, les équipements du futur, les nouvelles connaissances aussi, c'est-à-dire les nouvelles formations qu'on peut proposer au personnel qui travaille justement. On accueille nos invités. Nicolas Vierlouvet, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes responsable formation et équipement connecté chez Weinmann, notamment. Tout à fait. On est avec Lionel Rodriguez, bonjour à vous. Bonjour. Directeur de la division automobile chez Omia. Alors vous êtes entre concurrents, cette fois-ci vous serez entre camarades. D'ailleurs il y avait un excellent esprit sur ce salon équipe auto. On va continuer dans cet esprit-là justement pour que vous puissiez échanger entre passionnés sur les dernières innovations. Benoît Meillet est avec nous, bonjour à vous. Oui, bonjour. Vous êtes directeur à LBS Group, LBS pour les bonnes solutions. Vous accompagnez les entreprises, les ateliers justement. Tout à fait. Pour choisir leur matériel, leur équipement, mais aussi savoir comment se former ou prospecter. Et nous sommes avec Bruno Bouygues. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes PDG de GIS, dont la spécialité est de travailler sur tout ce qui est les machines pour la carrosserie, la réparation des carrosseries ainsi que les chargeurs de batterie pour charger les batteries. Exactement, ce qui peut servir d'ailleurs, c'est une compétence qui va beaucoup servir dans pas longtemps. On attend aussi Bertrand Laribe qui va nous rejoindre, technico-commercial chez PMA Tools. On va parler notamment de réparation d'impact sur les pare-brises. On a presque l'ensemble du véhicule. En tout cas, on a une radiographie complète du véhicule. Si je vous parle de l'équipement des ateliers, si je vous parle des compétences qui sont nécessaires. Je vais commencer avec vous, Nicolas Vierlouvet. Vous êtes responsable formation et équipement connecté. Les équipements connectés sont peut-être les plus récents que vous utilisez, notamment chez Weinmann. Tout à fait. Alors aujourd'hui, effectivement, la connectivité, quelque chose d'important dans le métier qui se développe.
C'est un métier qui doit évoluer Ouais. et qui va vers ça. Maintenant, la connectivité doit aussi rester quelque chose de pragmatique, d'utile et surtout pas futile pour l'utilisateur. C'est déjà assez difficile pour lui d'appréhender ces nouveautés. Alors Weinmann n'est pas votre premier employeur, vous étiez où avant? 19 ans dans la formation chez Renault et en poste responsable, mon dernier poste, responsable de la formation des carrossiers peintres pour le réseau Renault Group. Ce qui vous permet aussi d'avoir un certain recul sur la situation actuelle, les mutations en cours, des mutations auxquelles Omia est également confronté, Lionel Rodriguez, notamment pour les cabines de peinture. On est en pleine évolution. Tout à fait. Donc, pour revenir sur le sujet de la connectivité, Omia a connecté toutes ces cabines depuis un an. Donc, on a plus de 100 cabines qui sont connectées aujourd'hui, qui remontent donc des informations sur notre serveur Ouais. et qui sont accessibles par Omia et accessibles également par le client. Et le client peut voir donc ses taux d'occupation, ses consommations d'énergie en électricité, en gaz, par cycle. Il peut surveiller aussi les températures d'utilisation des opérateurs. Donc, Autant de données, alors pas personnelles, des données professionnelles pour le coup très utiles et qui servent à quoi concrètement? Par exemple la température. la température, si vous voulez, c'est que en phase de pistonnage, Ouais. un peintre doit en général peindre à 20 degrés si vous voulez. Mais le fait de l'utiliser par exemple à 22 degrés, 2 degrés de plus en pistonnage, ce sont 14% de consommation de gaz en plus. Donc vous voyez, donc aujourd'hui les produits permettent d'appliquer à 20 degrés, autant utiliser les équipements aux bonnes températures. Et surtout aujourd'hui avec les coûts des énergies. Parce que tous, autant que vous y êtes confrontés. Ça, c'est important, Benoît Maillet, parce que vous qui travaillez justement dans l'accompagnement de ces entreprises, elles sont frappées de plein de fouet par la conjoncture actuelle. Tout à fait. Donc notre rôle, nous, c'est de faire de l'accompagnement au changement, c'est-à-dire leur donner les bonnes méthodes, Ouais. quel que soit le type de poste qu'ils occupent, hein, donc de la tôlerie, de la mécanique et de la peinture, forcément. Ouais. Donc on essaye de gérer toute cette partie énergétique aujourd'hui qui devient de plus en plus un frein, entre guillemets, au développement des entreprises actuelles, qui se posent beaucoup de questions, quoi. Elles se posent des questions. Est-ce que vous vous en posez vous-même, Bruno Bouygues pour GIS? Bien sûr, on a les mêmes soucis de connectivité dans le matériel de soudage que dans les cabines de peinture avec la remontée d'informations. On a une particularité supplémentaire, c'est qu'on mesure aussi tout ce qui se passe au niveau du soudage. Et en fait, on a de plus en plus de pression de la part des assureurs d'être capable de documenter finalement chaque action de soudage pour chaque métier. Qu'est-ce qu'ils cherchent à garder comme information, les assureurs? Ils veulent s'assurer, en fait, dans une voiture, vous avez, sur les 20 dernières années, une modification de la structure des aciers. Vous êtes Ouais. passé d'une dizaine à une centaine d'aciers. Comment s'assurer que les caractéristiques de soudage soient bonnes lors d'une réparation pour éviter en fait un désastre lors d'un deuxième choc? Et donc les assureurs veulent s'assurer que la traçabilité de toutes les opérations de soudage se passe bien. La traçabilité de chaque action, on va attendre un tout petit peu la fin de la soudure d'à côté, même si ce n'est pas du tout le bruit d'une soudure. On va faire comme si. La traçabilité de chaque action qui permet d'avoir, d'une part, le carnet de santé, le carnet d'entretien du véhicule, ses forces et ses faiblesses. Et ça, Tout à fait. pour vous aussi, ça change tout ou c'est pour vos assureurs? En fait, aujourd'hui, sur le marché français, on n'a pas une obligation, mais sur le marché anglais, aujourd'hui, il ne peut plus se vendre de produits sans traçabilité complète. Et ça nous pend au nez ici ou pas? Ça nous pend au nez en Europe partout. En Europe, partout, donc ce sera très important. On va parler maintenant du matériel, ça c'est important puisqu'on est en période d'innovation, comment dire, fulgurante. On est aussi en train d'être confronté à un changement du parc roulant avec la vitesse grand V. Est-ce que ça vous demande par exemple chez Weinmann, eh bien, d'acquérir des matériels et de vous familiariser avec des équipements auxquels vous n'auriez pas été familiarisé du tout il y a quelques années? Bien sûr, aujourd'hui le remarketing VO, puisque c'est le sujet, Ouais. impose des changements techniques et aussi des changements humains, mais je pense qu'on en parlera par la suite sur l'accompagnement. Maintenant, les changements techniques, c'est la création de systèmes ou d'équipements qui permettent ce type de réparation, qui sont idéaux pour ce type de réparation. Weinmann a travaillé là-dessus, effectivement, on a conçu le One Day Repair, qui est une aire de travail dans laquelle on peut réaliser les opérations stationnaires, donc de A à Z, Ouais. ponçage et peinture, ce qui ne se faisait absolument pas avant et qui est même contre-idéologique pour un carrossier peintre. Pourquoi contre-idéologique? Parce qu'on ne ponce pas dans une aire dans laquelle on peint, puisqu'on crée des C'est ça. pollutions. Donc il a fallu développer des techniques et des process pour que cela fonctionne parfaitement, et c'est le cas aujourd'hui. C'est presque le retour au taylorisme finalement, c'est-à-dire toute une équipe complémentaire qui tourne autour du même véhicule.
Alors, c'est plus une optimisation, en fait, une optimisation du travail pour avoir une performance, puisque le remarketing VO demande une performance qui n'était pas particulièrement suivie ni demandée dans la carrosserie plus traditionnelle. Et donc, du coup, l'équipement s'adapte et permet surtout, parce qu'il ne faut pas oublier que ce métier est un métier artisanal, surtout Vous pas un êtes tous métier des artisans industriel. ici, autant que je sache. Absolument tous. Exact. Avec un grand A, la noblesse de l'artisan. Exactement, tout à fait. Il ne faut surtout pas oublier cette notion. Et voilà, donc on a travaillé sur cette aire de travail donc pour avoir enfin une aire de travail qui est conforme aux besoins. Une aire de travail aussi sur laquelle j'imagine vous travaillez chez Omia? Bien sûr, nous avons un équipement qui existe, la Twin Repair, double poste, donc une cellule de réparation rapide, multifonction. Donc on a la double, mais on a également la Full Repair qui est une cellule monoposte. Ce sont des équipements qui peuvent être traversants, c'est-à-dire qu'on rentre le véhicule, on le ressort dans l'autre sens, donc dans un sens unique, on va dire, de circulation. Mais je dirais aussi que les produits peinture ont évolué également. Il y a des procédés de séchage rapide, séchage infrarouge, séchage UV. On parle de quelques secondes pour sécher un après ou sécher une base avec. Et ça, c'est un gain de temps considérable. Considérable. Et ça a été c'est l'arrivée du véhicule d'occasion massivement qui a rendu ça nécessaire, qui a rendu cette innovation indispensable. L'infrarouge, ça fait une trentaine d'années que ça existe, Voilà. si vous voulez. Mais l'UVA, oui, c'est une technologie qui est apparue il y a de ça quelques années, mais qui est en plein boom, puisqu'on cherche à avoir de la rentabilité et de la productivité. Ça, on a toujours cherché, ceci dit. Oui, mais encore plus aujourd'hui. Bon. Donc c'est une course. Vous le constatez aussi. Tout à fait. Nous qui sommes sur le terrain, on constate effectivement ces effets de changement de produit par l'amélioration des processus de peinture, de mastic, de séchage, etc. Oui. Donc, par contre, on s'aperçoit aussi que l'accompagnement, on va dire technique, n'a pas toujours été à la hauteur des produits. Je veux dire qu'on a sorti des produits nouveaux, mais on n'a pas forcément formé les gens, ou tout au moins on l'a fait qu'une petite formation, sans jamais revenir et réinculquer des fois de la méthode. Parce qu'on sait très bien que le changement d'habitude, c'est compliqué dans le temps. C'est-à-dire qu'on va le faire pendant que le formateur est là, et après on va repartir dans les mauvaises habitudes. Donc notre rôle, c'est de revenir, de remettre une piqûre de rappel. De reformer, de rappeler les bases aussi. Exactement. Puis il y a aussi un peu de changement de personnel, donc forcément il faut reformer les nouveaux qui arrivent dans des grosses structures, surtout de reconditionnement. Et c'est la raison pour laquelle la formation prend de plus en plus de place, en tout cas en ce moment, elle est indispensable. Exactement, exactement, surtout sur le smart repair, entre guillemets, qui est un sujet très à la mode, autant le VO, mais aussi dans la vente additionnelle pour la collision, parce qu'aujourd'hui, on sait que les assureurs ont serré quand même beaucoup les tarifs sur la collision, et le moyen de s'en sortir aussi, c'est de faire de la vente additionnelle, et le smart repair en est un exemple vraiment flagrant pour pouvoir amortir les coûts de fonctionnement d'une cabine, entre autres. Comment les amortir? Des coûts de fonctionnement aussi. On le fait pareil sur la carrosserie? Oui, en fait, historiquement, GIS était positionné sur les aciers. Ouais. Donc là, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on a eu une démultiplication du nombre d'aciers qui a nécessité l'arrivée d'algorithmes, ce qu'on appelle vulgairement de l'intelligence artificielle dans les machines. Puis l'aluminium est arrivé, il a fallu développer des nouveaux outils. Maintenant, la fibre de carbone entre. Donc là, on va travailler des techniques à base d'induction. Puis il y a les plastiques. Et en fait, on se rend compte qu'entre acier, alu, carbone, plastique, eh bien, GIS doit développer un océan de machines, un océan de technologies, des logiciels supplémentaires. Et il y a un besoin de formation très important. Ça, c'est un besoin de formation. Si je vous écoute, il faut aussi de plus en plus de matériel différent, de compétences différentes. Ça veut dire que l'époque dans laquelle vous êtes, on est tous, demande des investissements de plus en plus lourds. Malheureusement, oui, dans la carrosserie, c'est le cas. Dans la carrosserie, on voit bien que les techniques de réparation coûtent de plus en plus cher. Ouais. Les matériaux utilisés pour pouvoir avoir des bonnes notes au crash test et consommer peu sont de plus en plus sophistiqués. Et donc, il y a une course aux équipements pour permettre la réparation de ces nouveaux aciers, de ces nouveaux carbones, ces nouveaux alus, etc. Et comment vous faites pour vous rattraper si votre investissement coûte de plus en plus cher, si c'est une tendance lourde, il faut quand même que vous continuiez à vivre, à embaucher par exemple, à faire des profits. Donc, c'est quoi le modèle? Alors, du côté du fabricant, pour aider les carrossiers, on a une relation de proximité avec les assureurs et on forme beaucoup les assureurs justement sur cette nouvelle technique pour qu'ils se rendent compte du coût et qu'ils puissent l'imputer dans leur système de calcul. C'est ça.
et c'est comme ça que vous vous y retrouvez. On a parlé d'algorithmes. On a parlé, même moi j'étais il y a quelques jours sur Mobility TV avec l'un des responsables du design chez Mobilize qui expliquait qu'il commençait à calculer les endroits où la matière doit être la plus dense sur le véhicule et d'autres où elle doit être moins dense, un peu à l'image de ce qu'on a dans nos os et dans le corps humain. C'est une évolution quand même technique qui est considérable et qu'on retrouve dans tous les domaines. Comment vous vous adaptez à ça, par exemple? Comment on peut s'adapter à ça quand on travaille sur la peinture et quand on peint ce genre de matières qui sont toutes de plus en plus différentes? Alors en fait, peindre sur différents matériaux n'a pas réellement d'impact. Aujourd'hui, techniquement, on met notre apprêt sur du plastique, sur Ça de change l'aluminium, sur de l'acier. En termes de process de réparation peinture, ça n'a pas d'impact réel pour le réparateur. Pour le réparateur. Est-ce que vous êtes confronté vous aussi à une hausse des investissements ou pas? Oui, bien sûr. Et puis donc, c'est pour ça que sur notre stand, nous avons un co-exposant, même deux, donc LBS, les bonnes solutions, mais nous avons également le CESVI, le technocentre de formation au nord de Poitiers, qui donc dispense des formations dédiées au Smart Repair. Il y a toutes ces nouvelles technologies et méthodologies de travail. Toutes ces nouvelles techniques et ces nouvelles technologies, un mot? Et effectivement, donc pour ce Smart Repair, l'investissement, je pense qu'il est bien sûr du côté des matériels. Et pour notre part, il est principalement, je pense, du côté humain. Du côté humain, et c'est pour ça qu'on y vient d'ailleurs. D'abord parce que la formation où vous en venez, on va attendre la fin de celle-là. C'est une petite pause, c'est comme une pause avec les pop-corn, ne vous inquiétez pas, ça va revenir dans quelques instants. Donc la formation, vous en venez, vous en avez fait pendant presque 20 ans, chez Renault notamment. Vous êtes aussi responsable de la formation chez Weinmann, et on n'a jamais eu autant besoin d'être formé. Alors oui, en effet, alors je ne suis pas pour ça. En fait, je suis chez Weinmann parce qu'effectivement, il y avait un vrai besoin de formation. Vous êtes arrivé comme ça parce qu'il y avait un vrai besoin de formation. On est en train de changer de génération, j'imagine, de réparateurs, de techniciens, d'ouvriers. On est aussi en train de demander à quelqu'un qui a appris à travailler sur une Clio ou alors sur une Twingo, de travailler sur une Tesla. Et ça change tout. Alors ça ne change pas tout. Il faut savoir que chez Renault, aujourd'hui, la technologie, on prend un généraliste comme Renault, que je connais bien, effectivement. Les technologies employées en tant que matériaux sont quasi identiques que chez d'autres constructeurs qui sont beaucoup plus premium. Donc ça veut quand même dire que toutes ces technologies, alors on va parler bien sûr de matériaux, on va aussi beaucoup parler d'ADAS, qui impacte directement le métier des carrossiers peintres. Ça, c'est très important. L'électrification, on en parle de sécurité des carrossiers peintres. Donc là, on fait très attention là-dessus. Il faut prendre en compte toutes ces évolutions qui sont allées très vite, que les constructeurs ont du mal à suivre. Je peux vous le garantir, parce que c'est difficile d'implémenter dans un métier qu'on disait si artisanal, toutes ces nouvelles technologies, toutes ces nouvelles notions qu'il faut comprendre et connaître et maîtriser. On est face à une accélération ou pas de ces innovations? Ça fait quelques années que c'est en cours. Je ne pense pas que ce soit une accélération, c'est vraiment une montée en puissance qui va continuer dans ce sens, puisqu'on se dirige vers des véhicules autonomes, ce qui nous emmène avec beaucoup d'ADAS. Même sur des véhicules aujourd'hui low cost, on a des ADAS un petit peu partout. Mais la technologie, en fait, elle va suivre forcément, puisqu'on a l'envie de consommer moins avec des véhicules qui sont de plus en plus lourds pour différentes raisons. Et donc, on va chercher du matériau pour cela. C'est ça, faire mieux et plus, en tout cas, avec nos véhicules, et le faire surtout de manière plus écologique. Une course-poursuite dans laquelle vous êtes engagé également chez Omia, pour former votre personnel notamment? Tout à fait. Donc, nous, on est plus donc, constructeurs, fabricants de matériel. Donc, nous avons des équipes après-vente, justement, pour le bon suivi et le bon entretien, on va dire, des machines, des équipements, et le maintien des performances. C'est très important également. Donc, ça, on a un regard vif sur nos équipements. Et après, donc, on s'appuie sur des partenaires comme le CESVI, les bonnes solutions pour tout ce qui est méthodologie et méthode de travail également et utilisation des produits. On est aussi sur un renforcement du service, j'imagine, notamment aux clients, l'accompagnement des clients. Tout à fait. Nous sommes un service complémentaire aux équipementiers, quelle que soit la marque, pour apporter justement de l'organisation, de la formation, tout au moins de la détection aussi de formation, parce qu'on peut ne pas savoir la faire, mais conseiller les clients vers les bons organismes afin qu'ils aient l'ensemble des compétences nécessaires au périmètre qu'ils veulent effectuer en termes de réparation. Est-ce que vous voyez une manière différente d'accueillir les jeunes recrues aujourd'hui dans ces entreprises qu'il y a par exemple 20 ans dans le milieu?
Alors, il y a 20 ans, on avait un peu moins. Un compagnon avait un peu plus de temps à accorder à un Pourquoi on apprenti. avait plus de temps avant alors? Parce qu'on était moins focalisé sur la productivité, les marges étaient relativement intéressantes et que les marges sont serrées, donc forcément, le productif doit produire aujourd'hui. Ouais. Donc forcément, former quelqu'un lorsqu'on a un objectif de productivité, ça n'aide pas. Donc forcément, ils ont du mal à confier et à prendre du temps pour les jeunes. C'est ça. Et Et c'est la en raison plus- pour laquelle vous intervenez. C'est ça, et en plus, le métier a un petit peu évolué dans la carrosserie entre-temps, c'est qu'à un moment donné, on demandait essentiellement à remplacer les pièces, donc que la politique a changé puisque le prix des pièces s'est envolé, donc on redemande à réparer, et là, toute la partie réparation est partie en retraite, Oui. et donc forcément, la transmission n'est plus là. Donc l'objectif, c'est de remplacer cette transmission par notre apport de formation et d'accompagnement. C'est ça, par de l'accompagnement, notamment dans la carrosserie. Dans la carrosserie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les machines deviennent plus intelligentes. Et donc, Gis, on va devoir aborder des sujets qui sont compliqués parce que quel est le degré d'intelligence qu'on devra programmer dans les machines demain Ouais. et quel est le degré d'intelligence qui devrait être passé aux collaborateurs par la formation. Et donc, trouver le bon équilibre, et ça revient à ce que vous disiez, trouver le bon équilibre pour le bon usage, c'est compliqué et c'est des réglages qui sont chez nous en ce moment en train d'être déterminés. Est-ce que ça veut dire que c'est encore plus difficile de former parfois ses collègues que de programmer son matériel ou de sélectionner son matériel? On ne sait pas forcément comment gérer sa transmission? Exactement. Exactement. Vous confirmez? Oui, je confirme tout à fait, c'est justement ce qu'on disait C'est ça. tout à l'heure. C'est aujourd'hui, on est capable de faire des algorithmes, de faire des machines Ouais. qui calculent tout, qui montrent tout. Mais je pense qu'il faut savoir montrer les justes choses Ouais. pour les bonnes personnes aux bons endroits. C'est ça. Et là, tout est. Et comment on le sait, justement, comment on le fait, le formateur que vous êtes? Comment il sait que telle information doit être transmise en priorité, tel type de formation doit être donné à tel type de collaborateur et pas à l'autre forcément parce qu'il y a d'autres priorités? Alors là, c'est pas forcément le formateur qui doit faire cela. Ouais. Et je prends ma casquette plutôt d'expert. Et c'est l'expert qui va définir ça. Et aujourd'hui, c'est un de mes rôles chez Weiman en tant que responsable des équipements connectés, de pouvoir comprendre et savoir quel est le besoin avant même de faire quelque chose. Ça, c'est très important. Donc c'est de la stratégie, c'est même plus une du politique de pragmatisme. formation, Ouais, du pragmatisme. du pragmatisme, et on regarde en amont avant d'intervenir, avant d'organiser les équipes et d'organiser les groupes. Alors oui, ça on est plus sur l'accompagnement humain. Moi, je parlais vraiment donc, des équipements connectés, ce qu'on disait, Ouais. les machines en elles-mêmes, qu'est-ce qu'elles font. Et en fait, c'est ça qui est important, de savoir qu'est-ce qu'on veut afficher, de la performance. On veut afficher Voilà. aujourd'hui des économies d'énergie, c'est un grand enjeu aujourd'hui pour les utilisateurs comme que pour les patrons d'affaires. Ouais. Mais il faut savoir quelle information donner à qui et à quel endroit. Et ça, c'est des choses qui, du coup, notre expertise permet de faire. Il y a presque un paradoxe dans ce qu'on entend, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus pressé. Vous le disiez, il y a une course-poursuite qui s'accélère et en même temps, on doit de plus en plus anticiper. Pareil chez Omia? Tout à fait. Donc sur nos équipements, par exemple, vous avez donc, puisque nos cabines sont connectées, vous avez des remontées sur les entretiens à venir. Donc au lieu de faire du curatif, on va plutôt faire du préventif. Ouais. Donc il y a tout ce qui est partie filtre. On a énormément de consommables sur nos cabines, en entrée d'air, des filtres de finition à l'intérieur, des filtres sol. Donc le client est alerté sur son écran de machine, ou voire sur son smartphone ou sur la tablette, qu'il doit remplacer ses filtres d'ici peu de temps. Voilà. Il y a un petit délai de prévenance qui permet d'approvisionner les filtres en cas de besoin. Voilà. Ce qui est le même principe que le voyant qui s'allume, faire révision parce qu'on approche du nombre de kilomètres concrètement. Et ça, on le voit de plus en plus. Tout à fait, c'est le voyant orange. Exactement. Tant qu'il n'est pas rouge, a priori, on peut continuer à rouler. Ça, on avait Exactement. appris ça Exactement. pendant le permis. On anticipe de plus en plus, on a de plus en plus d'informations à anticiper aussi sur le véhicule. Est-ce qu'on peut dire que le véhicule est plus compliqué, plus complexe qu'il ne l'était il y a 20 ans, ou finalement c'est une idée reçue? Pour moi, c'est une idée reçue. Je veux dire, c'est plutôt les méthodologies de réparation qui évoluent Ouais. et pas le véhicule par lui-même, tout au moins sur le milieu de la carrosserie. La mécanique, c'est un autre sujet. Bien sûr. Là, on est complètement à l'inverse. Donc, nous l'intérêt de LBS, c'est de trouver la bonne organisation en fonction de tous les outils connectés, pas que la cabine, puisque Bien sûr. aujourd'hui, tout le monde fait de la connectivité, chacun On de est son tous côté. connectés de toute façon. Donc on en voit partout. Donc l'objectif, nous, c'est en fonction des choix des investisseurs, donc nos clients, de trouver la bonne organisation à travers l'ensemble de l'atelier complet. Alors- et bien sûr, à travers le front office et le back office, bien sûr. Alors, je rebondis justement sur le sujet de la technologie de nos véhicules. Je l'ai vécu pendant 19 ans, cette évolution,
puisque en tant que responsable de la formation du groupe Renault, je devais appréhender les nouvelles technologies pour que nos carrossiers peintres soient capables de les réparer, de réparer nos véhicules. Ouais. Et je trouve que, effectivement, c'est pas que je trouve, c'est depuis quelques années, s'il y a eu une véritable évolution technologique, tant en termes de structure, dû effectivement à la volonté d'allègement des véhicules, ça c'est impératif. Donc pour nos carrossiers, il y a des nouvelles choses qui sont arrivées, mais qui n'ont pas été suffisamment anticipées, on n'a pas suffisamment formé ces nouvelles... Est-ce que c'était facile ou est-ce que c'était possible de les anticiper? Oui. On aurait Et en pu. tout cas, ça aurait été plus facile, facile de former, mais ça demande du temps, de l'argent, et on l'a dit, c'est pas facile de trouver du temps dans les ateliers, d'y consacrer du temps. Mais aujourd'hui, la formation que je n'appellerais, moi pourtant en tant que responsable de formation, je l'appellerais plus formation, mais accompagnement. Ouais. On va devoir aller beaucoup plus loin. C'est pour ça que vous faites presque maintenant le même métier que M. Maillet de LBS, c'est-à-dire que vous êtes un accompagnant, mais sauf que vous êtes dans votre propre entreprise. Et c'est vrai que c'est quand même très important, ces modifications notamment. Un exemple qui est intéressant, dans la structure d'un véhicule aujourd'hui, on doit faire face à un nouveau problème. Il y a 20 ans, il y avait peut-être 3 ou 4 connexions terre pour toute l'électronique du véhicule. Vous aviez votre radio. Ouais. Aujourd'hui, il peut y avoir jusqu'à 200 connexions terre sur une centaine de types d'acier ou d'aluminium. Ouais. Comment est-ce que vous arrivez à souder ces goujons de prise à la terre? Parce que si c'est mal soudé, eh bien, vous commencez à avoir des perturbations sur l'électronique et la voiture s'arrête. Ouais. Donc, un des sujets, par exemple, très intéressants qu'on a sur lesquels on travaille, c'est la soudabilité de ces mises à la terre, où s'arrête la formation et où commence l'intelligence artificielle des machines. Et on a du mal à trouver. Je pense que c'est le marché qui va nous dire au fur et à mesure des expérimentations quelle va être la bonne À équilibre. partir de quand tu arrêtes de former et à partir de quand tu investis dans un logiciel Exactement. ou dans une intelligence artificielle. Et qui saura faire la bonne soudure au bon endroit, au bon moment, sans que vous posiez de questions. Est-ce que c'est là que va se faire la différence justement entre les différentes entreprises? Probablement. Aujourd'hui, il est clair que c'est intéressant, cette frontière entre la technologie et l'humain. Ouais. Et là, c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que, effectivement, l'humain, il a sa part de responsabilité et de savoir-faire qu'on doit peut-être l'aider à avoir. Mais il y a aussi une partie, effectivement, que la machine peut prendre en compte. Il faut bien prendre ça. Nous, aujourd'hui, on va afficher, donc on affiche sur nos cabines des consommations d'énergie, par exemple, mais ça n'enlèvera jamais le bon sens du peintre. Non. De lui dire voilà comment tu dois faire, est-ce que tu dois faire, et ça c'est de l'accompagnement parce qu'on s'aperçoit en plus que ce sont des métiers qui sont difficiles à faire bouger dans les habitudes. Mais oui, bien sûr. Et puis en plus, c'est un peu frustrant même. C'est presque un peu frustrant de se dire qu'après tout, telle tâche, on s'arrête parce que l'ordinateur ou l'intelligence artificielle le fait mieux que soi, non? Oui, tout à fait. Et donc, c'est pour ça que la prise en main à distance fait la différence. Néanmoins, on ne remplacera pas l'intervention sur site. Et donc, par exemple, pour Omia, donc, nous avons 40 techniciens sur le terrain, des employés Omia, et ce qui fait notre force. Voilà, il faut être là au bon moment. Et on sait faire aujourd'hui. Et comment on prévoit pour être là au bon moment? Comment on sait qu'on si vous intervient voulez, quand il faut? eh bien, on est alerté à la hotline chez Omia. Ouais. Les clients, on est presque pré-alerté d'un souci bientôt. Ouais. Ça va être ça. Et avec le maillage de techniciens que nous avons sur le terrain, donc nous avons un technicien à 1h30 au maximum de chaque client. Bon, vous êtes presque devenu un dépanneur, non? Oui, c'est ça. Et nos véhicules sont même géolocalisés au niveau du SAV. Donc nous avons une visualisation également des pièces en stock dans les véhicules. Donc tout ça fait qu'on est réactif. Et encore une fois, toujours dans le même sens d'être là où il faut, quand il faut. Donc anticiper, toujours anticiper et surtout être réactif, c'est-à-dire que c'est un service après-vente permanent. Indispensable aujourd'hui, quand on parle de productivité, une journée de production perdue, c'est perdu. Il ne faut pas croire que les gens vont travailler 2 fois plus vite pour faire ce qu'ils n'ont pas fait la veille. Aujourd'hui, on ne demande pas forcément aux gens de courir, mais de travailler différemment pour être efficace. Ouais. Donc, pour être efficace, il faut être soutenu par de l'équipement et de la maintenance qui soit à la hauteur de la production attendue. Et connaître, est-ce qu'on a davantage de contact avec ses clients qu'on en avait avant? Chez GIS, par exemple. J'ai pas entendu la question. Est-ce qu'on a davantage de contacts ou des contacts plus soutenus avec ses clients qu'on en avait avant? Oui, on compte depuis le début du salon combien de carrossiers sont venus nous voir sur notre stand. Ouais, Et hier soir, il y avait 1087 carrossiers qui étaient passés sur notre stand. c'est ça. Donc un tiers du marché français. Chacun avec des petites questions techniques à nous poser sur un homme. J'aimerais revenir sur le SAV.
Depuis tout à l'heure, on parle de la montée technique des produits. Ouais. Cette montée technique nécessite un degré de SAV supérieur. Et pour pas que les prix s'envolent, il faut que les logiciels, l'organisation de ces équipes SAV soient de plus en plus efficaces. Et pour ça, c'est sûr que l'intelligence embarquée, l'intelligence artificielle aide. Gis, on a 5 millions de machines en Europe. Ouais. Donc imaginez le service après-vente. C'est assez compliqué. Ça fait combien de personnes qui travaillent sur le service après-vente? On a à peu près une centaine de personnes. Une centaine? On sait combien d'appels, par exemple, chaque jour? Alors, Vous avez commencé à me donner les chiffres, je vais vous demander tous. on a des petites, des moyennes et des grandes machines. Oui, voilà. Sur les grandes machines, ça doit représenter à peu près 10% de ces 5 millions. Et on a aujourd'hui, dans toute l'Europe, 2 à 3 000 appels jour. C'est ça. Considérable quand même. Chez Omia? Donc, chez Omia, quelques données. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait 40 techniciens sur le terrain, régionalisés. Nous avons aujourd'hui plus de 4600 machines entretenues en France par nos équipes. Sur 80% ce sont donc sur le secteur automobile et les 20 autres sont des clients industriels. Ouais. Voilà. Donc, ce qui fait donc, que le service après-vente, dans sa globalité, c'est 50 personnes, c'est un quart de la société aujourd'hui. On est 200 personnes, 50 au service après-vente. Et les personnes, surtout, un service après-vente, lui aussi qu'il faut former, parce que les réponses qu'il doit apporter aux clients sont peut-être de plus en plus diverses, de plus en plus complexes aussi. Oui, et effectivement, ce n'est pas le tout de faire évoluer ces machines pour les clients. Ouais. Il faut aussi qu'en interne, dans les entreprises, tout le monde soit au même niveau d'information. C'est ça. Et le service après-vente est aussi une remontée intéressante qui nous permet de faire évoluer nos matériels en termes de fiabilité. Le retour d'expérience, par exemple, vous savez ce qui marche de moins en moins, ce que peut-être le client comprend moins bien, le message qui passe mal. Oui, aussi, tout à fait. En fait, c'est une personne qui est avec le client. Au service après-vente, ils se déplacent, ils vont sur place, ils ont la machine et ils ont le client en face qui peut leur faire des remontées, effectivement, techniques ou évolutives. Et ça, ce qui est important, c'est que chez Weimann, on veut garder cet esprit de pouvoir évoluer très vite, très fort, si besoin. Et adapter son organisation. Oui, exactement. En permanence. Et ses matériels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'organigramme d'une entreprise, par exemple, il n'est jamais figé, il dure jamais très longtemps. Le nombre d'équipes, les équipes, la constitution des équipes aussi? Non, c'est que chez Weimann, on n'est pas très nombreux et aujourd'hui, tout le monde est l'expert de tout le monde. C'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui de prendre la part de quelqu'un si besoin, si on est sur site, si on est à un endroit, tout le monde peut tout faire. Et donc c'est la subsidiarité finalement. Celui qui est le mieux placé au meilleur moment intervient parce que c'est son rôle. Et exactement, et c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup plu chez Weimann et qui m'a fait quitter Renault. Oui, c'est sûr. Sauf que ça demande une pluricompétence, je ne sais pas si le terme est valable, mais ça demande une complémentarité considérable pour les équipes. Complètement. Aujourd'hui, on parlait aussi d'assistance, mais dans l'assistance, il y a aussi l'utilisation du matériel. Il n'y a pas forcément que les pannes. On a beaucoup, nous, de remontées, nous, d'utilisateurs qui ne savent même pas, entre guillemets, utiliser le matériel. Parce que pourquoi? Il y a des changements d'équipe aussi dans les structures de carrosserie, puisqu'il y a beaucoup de mouvements ces derniers temps. Donc forcément, il n'y a pas que la panne, il y a aussi ne pas avoir formé les nouveaux qui arrivent. Donc forcément, c'est une perpétuelle, entre guillemets, formation déjà d'une part. Et après, c'est vrai qu'on demande de plus en plus de polyvalence, parce qu'on a affaire à des petites entreprises où on ne peut pas se permettre, si une personne n'est pas là, de ne pas produire. Donc on est obligé d'être dans plein de domaines et de former les gens en multitâches. Et surtout, on ne se repose jamais. En tout cas, on ne laisse jamais son téléphone éteint. Ça, c'est la compétence indispensable, quel que soit le domaine dans lequel on travaille. J'aimerais vous remercier tous les quatre pour cet éclairage, pour nous avoir présenté aussi l'évolution de toutes ces professions. Nicolas Vierlouvet, responsable formation équipement connecté chez Weimann. Merci à vous, Lionel Rodriguez, directeur division automobile chez Omia. Nous étions avec Benoît Maillet, directeur de LBS Group, et Bruno Bouygues, PDG de GIS. Bonne fin d'équipe auto à vous tous, parce que cette semaine était quand même absolument fabuleuse. Et d'ailleurs, l'époque est fabuleuse aussi pour les professionnels. Merci à vous. Merci.